Comme vous le savez, le 24 avril, je sors mon deuxième livre. Ça, c'était le premier, le 16 juin 2022. C'est vraiment ce qui m'a fait changer de vie. Je raconte dans ce livre, et si vous l'avez déjà lu, toutes les étapes par lesquelles je suis passé, toutes les étapes par lesquelles vous pouvez passer si vous aussi vous voulez investir dans l'immobilier et précisément dans les parkings. Donc ça, c'était un projet incroyable qui est sorti il y a presque 3 ans maintenant et qui a complètement changé ma vie. Et maintenant, on va sortir chez Erol, toujours le même éditeur, le 24 avril, Construis ta liberté financière pour une vie sereine et choisie. Alors pourquoi ce titre ? Parce que c'est important d'avoir une vie qui est à la fois sereine et à la fois choisie. Ça sert à rien de gagner de l'argent si on a une vie stressée et si on a une vie subie. Donc j'ai choisi en opposition à subi, parce que c'est très important d'avoir le choix de choisir le déroulé de sa vie. L'école nous apprend rien sur les finances personnelles. Ça, j'en parle dans mon livre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est voulu ou pas. Pour nous, tenir un peu sous le joug du salariat, ne pas nous permettre de nous émanciper. Je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, on n'apprend rien à l'école sur ses finances perso. Ça, c'est factuel. J'invente rien en disant ça, mais c'est important de le rappeler. Et à la maison, si on n'a pas la chance d'avoir des parents qui nous donnent des conseils, si on n'a pas la chance d'avoir des parents qui eux-mêmes ont investi dans l'immobilier, en bourse ou peu importe, si on n'a pas la chance d'avoir des parents qui nous lèguent de l'immobilier, c'est extrêmement difficile de pouvoir s'enrichir, avoir les clés de cette émancipation financière. C'est compliqué en fait. Donc aujourd'hui, il y a des auteurs qui commencent à arriver sur le marché et qui parlent de finances personnelles. Il y a de la création de contenu aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, mais pas seulement sur les finances personnelles. Mais il y a encore 10 ans ou même 5 ans en arrière, il y avait très très peu de contenu. Donc l'école, ça nous apprend strictement rien. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de se faire sa propre culture financière, sa propre éducation financière pour pouvoir s'occuper de soi. En fait, c'est fini l'État-providence. De compter sur l'État pour avoir de l'argent, de l'épargne, etc., c'est complètement dépassé. Alors oui, on a énormément de chance en France de pouvoir avoir la rupture conventionnelle, de pouvoir avoir Pôle emploi, maintenant c'est France Travail, avec, je ne sais plus combien c'est, avant c'était 2 ans, maintenant c'est 1 an et demi, je crois. Et puis ensuite, il y a encore quelque chose qui peut nous aider, l'équivalent du RSA pendant 6 mois ou 1 an, je ne sais plus. Donc on a beaucoup de chance. Mais maintenant, si on reste dans cette entropie, c'est-à-dire le fait de ne pas bouger, on ne va jamais s'émanciper. Donc c'est très important de pouvoir s'émanciper soi-même. Alors il y a un concept un peu marrant qui est beaucoup oublié, c'est le fait que s'enrichir, c'est pas forcément lié à l'investissement. C'est pas forcément lié à investir. On peut investir beaucoup d'argent, gagner de l'argent en tant que salarié, avoir des primes, travailler beaucoup, les gens qui sont très corporate, et en même temps ne jamais réellement s'enrichir parce qu'on va avoir de plus en plus de charges, parce qu'on va développer un lifestyle en fonction de ses revenus. Plus on va gagner d'argent, plus on va faire d'argent, plus notre lifestyle va augmenter. Donc c'est très important, avant de vouloir investir, gagner de l'argent, de maîtriser ses désirs, de maîtriser ses pulsions. On n'a pas besoin d'avoir Amazon Prime, d'avoir Netflix et MyCanal en même temps. On n'a pas besoin forcément d'avoir cet abonnement de téléphone hors de prix. On n'a pas besoin forcément d'avoir un loyer hors de prix. Il faut commencer par non pas se priver, parce que ça c'est un peu le raccourci facile qu'on peut reprocher. Le but c'est pas de vivre comme un moine, mais on peut faire attention à ses désirs et à ses dépenses en traquant ses dépenses, au moins dans un premier temps avec un fichier Excel par exemple, qu'on peut télécharger sur mon site internet. Et ça nous permettra de prendre des bonnes habitudes. Et ensuite, dans un second temps, on va pouvoir apprendre à investir. Donc ça, c'est vraiment un prérequis important. C'est avant de vouloir investir, même dans l'immobilier, même dans un parking, dans les crypto-monnaies, la bourse, peu importe, il faut déjà commencer par maîtriser son lifestyle, ses pulsions, ses désirs. Vraiment, ça, c'est extrêmement important et on en parle trop peu parce que c'est pas vendeur de dire ça. C'est moins vendeur que de dire en 24 jours, tu vas devenir millionnaire, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Plan d'action en 30 jours pour sortir de la rat race, 30 jours pour sortir. Moi, je suis pas là-dedans. Voilà. J'ai mis 10 ans à me libérer financièrement. Ça a pris du temps. 10 ans, c'est important dans une vie. Donc, ce que je peux vous recommander avant de vouloir investir, c'est de comprendre qu'il faut déjà maîtriser ses émotions, ses désirs et ses pulsions. Donc, dans ce cadre,
il va falloir qu'on commence par passer de la gratification immédiate à la gratification différée. Qu'est-ce que ça veut dire? La gratification immédiate, c'est tout de suite, je veux profiter par exemple de mon salaire de 2500 € par mois et partir en vacances, faire des super restos, aller en boîte, tout claquer, faire les soldes, etc. Immédiatement, je veux profiter de la vie YOLO. C'est un peu ça, cette mentalité. Et la gratification différée s'y oppose d'un point de vue idéologique et veut dire que pour profiter de ces plaisirs-là, de mon salaire, de mon argent, etc., je vais d'abord commencer par investir mon argent pour en faire des petits et ensuite, à terme, j'aurai plus d'argent. Donc ça, c'est très important. Moi, c'est ce que j'ai fait avec l'histoire des parkings. C'est-à-dire que j'investissais, j'avais un lifestyle qui était inférieur à celui de mes amis, souvent. J'habitais dans un appartement plus petit, je partais moins en vacances, je regardais plus les prix au supermarché ou au resto, c'est clair, j'ai pas peur de le dire. Mais du coup, j'ai pu investir, tandis que d'autres n'investissaient pas. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont obligées de cravacher, de bosser d'arrache-pied dans des boîtes, dans des sociétés, de se stresser pour maintenir et développer leur train de vie. Tandis que moi, aujourd'hui, à 38 ans, je peux complètement lever le pied, quitter dans une grande partie l'opérationnel et pouvoir profiter de la vie, choisir le déroulé de mes journées, faire mon sport, écrire et vivre de mes passions finalement. Pas forcément vivre de mes passions, mais vivre au moins mes passions. Parce que je dirais plus que je vis de mes placements immobiliers, mais je vis mes passions. C'est-à-dire que si je vis de mes passions, c'est la vision. Hein. Vivre de mes passions, ça voudrait dire que les livres m'apportent suffisamment pour pouvoir en vivre. Et c'est vrai qu'on ne gagne pas énormément d'argent avec un livre. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous dire comment est rémunéré en heures de livre en moyenne. Ça va vous surprendre, je pense, puisque l'auteur est un des acteurs les moins payés dans la chaîne du livre. Donc il faut en vendre beaucoup, mais j'ai bon espoir. Il y a un piège dans lequel on peut tomber quand on commence à se développer financièrement, quand on commence à prendre des responsabilités dans des sociétés, monter une start-up, gagner de plus en plus d'argent, c'est qu'on est pétri d'ego, pétri d'orgueil et qu'on veut toujours plus. Et moi, je vois beaucoup de gens, lorsque j'ouvre Instagram, YouTube aussi, mais beaucoup Instagram, Twitter aussi, LinkedIn, j'en parle même pas, c'est encore pire, de gens qui sont jamais rassasiés. Et ces gens-là, ils sont tellement malheureux. Donc faites vraiment attention à ça, parce qu'il y a des gens qui vont vous frustrer parce que vous allez voir, ah, cette année j'ai fait tant de millions, tant d'euros, l'année prochaine je vais en faire tant, et communiquent en fait de manière assez vaniteuse sur leur performance, sur leur vision, mais vous connaissez pas les backstage. Ça se trouve en backstage, ils ont une vie privée qui est chaotique. Ça se trouve, ils sont suivis par un psychiatre, un psychologue ou je ne sais quoi. C'est pas un problème, c'est pas une honte, mais ça se trouve, ils sont suivis, ils sont pas du tout heureux. Ça se trouve, ils ont une vie qui est complètement déséquilibrée. Alors qu'en apparence, sur les réseaux sociaux, ils font des sourires commerciaux. Un sourire commercial, hein, c'est un sourire qui sourit juste dans le bas du visage alors que le haut ne bouge pas. C'est ça le sourire commercial. Un sourire commercial, et ils sont pas heureux. Donc méfiez-vous de ça, de cet orgueil, de cet ego. Un moment, moi je pense que l'ego c'est important, c'est utile. Je pense que l'ego peut être utile pour aller chercher des objectifs. Un sportif de haut niveau a besoin d'ego pour dire je suis le meilleur, je vais battre mon adversaire, je suis le meilleur. J'ai eu besoin d'ego aussi pour dire je veux être le numéro 1 sur le parking de roues par exemple en France, en tant que particulier, hein, pas en tant que société. Bien sûr, j'ai pas la puissance de frappe d'une société qui peut investir des dizaines de millions. Mais j'ai eu besoin d'un ego pour faire ça. Et à un moment, je trouve que c'est bien de quitter cet état d'ego, quitter cet orgueil et de revenir à des choses plus simples et de se poser des questions existentielles en se disant pourquoi faire? À quoi ça sert de faire tout ça? À quoi bon gagner plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent? Heureusement, j'en suis sorti de cet état-là. Je ne le regrette pas parce que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et vous, adapté à votre cas, faites attention à ça en fait. Servez-vous de l'ego, mais à un moment, il faut en sortir. Moi, je vois beaucoup de gens que je croise, avec qui ça ne matche pas ou ça ne matche plus. Ils sont restés dans cette énergie de la vanité, du toujours plus, de l'orgueil. J'ai envie de ça, je suis là pour tous les avoir, je vais être le meilleur. Je suis là pour écraser tout le monde, je suis là pour aller sur Mars, sur Pluton, sur ce que tu veux. Mais ça ne sert à rien, ça.
Ça n'a aucun sens. L'objectif de l'enrichissement, c'est de pouvoir avoir du temps libre. C'est pas d'être le plus riche du cimetière. C'est de pouvoir réactiver une passion, un sport, un loisir, peu importe, de voir sa famille, de construire une vie de famille, ce genre de choses. C'est pas d'être, moi ce que j'appelle dans le livre, de cet appétit d'ogre compétitif. Espèce d'ogre, cette métaphore de l'ogre avec le sang qui découle sur les canines, ça n'a pas de sens. Selon moi, ça n'a pas de sens. Je vais pas me faire que des amis avec ça. Hein. C'est pas grave. Alors, il y a un truc qui est important, c'est d'apprendre à négocier. Et j'ai fait une conférence ce matin, auprès de femmes uniquement, et une conférence sur le parking, hein, en lien avec ce bouquin, Investir dans les parkings. Et en fait, à un moment, j'ai dit, le plus important, c'est d'apprendre à négocier, d'être bien acheter les biens immobiliers. Et finalement, ce sujet-là intéressait plus, j'ai l'impression, que le parking, au moins autant. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. D'ailleurs, en off, je suis en train de préparer un livre sur la vente, la négociation, la persuasion. Ça arrive, ce ne sera pas forcément le prochain livre, mais c'est dans les cartons. Et c'est extrêmement important d'apprendre à négocier. Alors moi, je peux tout négocier, hein, le frais de notaire, plein de choses. Mais vous devez négocier quand vous achetez un bien immobilier, pas seulement un parking. C'est hyper important. Et négocier, ça s'apprend. C'est pas le cliché du commercial itinérant dans sa voiture, avec son costume et son embonpoint. Ça, c'est juste dans les films et dans les chansons. Non, ça s'apprend. Il y a des étapes dans la vente. Moi, j'ai eu la chance de faire une école de vente les premières années de mes écoles de commerce à Négocia, Port de Champéret, si vous êtes parisien, si vous connaissez. Une école de vente très réputée, avec des intervenants. C'était pas du tout académique pour le coup, mais très opérationnel. Et on nous expliquait que si vous demandez une remise pour un parking, le parking il est à 30 000, vous voulez l'acheter à 25, il faut pas être arrogant et dire je vous propose 25, au revoir. Non. Si vous proposez un prix moindre, il faut donner une contrepartie. Vous demandez une concession au vendeur en lui demandant de concéder 5 000 € sur le prix de vente, offrez une contrepartie. Et la contrepartie, ça peut être par exemple, je décide ce soir, je décide demain, j'ai pas de crédit, je paie comptant, je décide vite, etc. Donc il faut toujours, lorsqu'on demande quelque chose, d'offrir quelque chose en retour. C'est hyper important, ça c'est une règle élémentaire. Concession, contrepartie, ça plein de gens l'oublient. Deuxième tips comme ça que je peux donner rapidement, c'est important de créer une bonne relation de confiance. Ça s'appelle le climat dans la vente, c'est la première étape. J'arrive, je me présente, je crée un bon climat. Je suis souriant, je suis sympa, je m'intéresse à la personne. Comment allez-vous ? Ça fait énormément plaisir, quelqu'un qui vous dit est-ce que vous allez bien, comment allez-vous, etc. Ah, il s'intéresse à moi, c'est sympa. Et puis vous faites une petite pirouette, vous discutez du quartier, vous posez des questions, vous vous intéressez sincèrement à l'autre. Rien de pire que d'avoir un vendeur qui est là, qui a sa liste de questions sur son téléphone, qui s'en fout complètement de vous et qui va poser ses questions comme un automate et qui vous dit tiens, je vous en propose tant, au pire qui dénigre le bien immobilier. Ça n'a pas de sens. Donc les deux conseils, c'est créer un bon climat, soyez sympathique. Et deuxième élément, c'est concession contrepartie. Alors je vais faire un stage de jiu-jitsu brésilien et de visualisation et de préparation mentale en Espagne bientôt. J'ai vraiment hâte parce que le JJB, c'est un sport que je pratique depuis 12 ans et c'est très important pour moi. Et la compétition, je ne l'ai pas faite dans ce sport, mais je l'ai faite dans le business. Donc ça, on peut faire un sport sans faire de compétition dans ce sport, mais d'être très assidu dans le loisir parce que j'y vais, 3, 4, 5, 6 fois par semaine en général. Et en même temps, se servir de cette énergie pour entreprendre. Et du coup, il m'a dit une chose importante. On a fait un podcast ensemble d'ailleurs. Si tu veux, je te l'envoie en commentaire si tu me le dis. Souvent, on a l'habitude, et peut-être que c'est votre cas aussi, de définir ses objectifs. On dit, tiens, je vais définir mes objectifs un peu à l'aveugle. Cette année, je veux faire tant. Cette année, je veux investir dans telle chose. Cette année, je veux perdre tant de kilos. Cette année, je veux me remettre au sport. Cette année, je fais ci, je fais ça. Et en fait, une des raisons pour laquelle les gens oublient beaucoup ces bonnes intentions, parce que ça peut être assimilé à des bonnes intentions, vous savez, les fameuses bonnes intentions après la cuite du 31 décembre, c'est qu'en fait, vous n'avez pas défini vos valeurs. Et lui, ce qu'il m'a expliqué,
et ça a vraiment résonné en moi, c'est de me dire, avant de définir tes objectifs, il faut que tu puisses définir tes valeurs. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait. Il y a des gens, on ne comprend pas leurs valeurs. Donc, définissez vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Est-ce que c'est la performance, la compétition? Ou est-ce que c'est plutôt la bienveillance, la loyauté, un mot qu'on n'entend plus beaucoup, l'intégrité, encore moins. Ça fait du bien aux oreilles, mais je l'entends très très peu malheureusement. Moi, j'ai croisé sur ma route des entrepreneurs, des créateurs, ce que vous voulez, qui n'ont pas mes valeurs. Eux, ils vont avoir des valeurs peut-être de compétition, de vouloir écraser tout le monde, de vouloir être les meilleurs, les numéros 1 au détriment des autres. Je respecte, c'est très bien, on peut être même amis ensemble, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me rends compte que je ne peux pas concourir avec ces gens-là, puisque ce n'est pas mes valeurs. Mes valeurs, moi, c'est le respect, c'est l'entente, c'est le partage, c'est la communication, c'est de grandir ensemble, c'est d'échanger des idées, c'est de confronter des idées, des points de vue, si on n'est pas d'accord. C'est de se tirer la bourre positivement, mais c'est pas écraser la concurrence. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait carrière à très haut niveau dans des entreprises en tant que salarié, même si j'ai eu des postes très respectables. C'est que j'avais pas cette mentalité corporate, en fait, de vouloir écraser l'autre, de vouloir lui marcher dessus, d'être politique. Jouer à ce jeu politique, ça m'a jamais intéressé. Autant la politique, ça pourrait m'intéresser parce que j'ai des vraies convictions, mais autant la politique interne dans une entreprise pour se faire bien voir d'un tel, etc., être bien vu, du DAF, du DG, des RH, la jouer fine sur ce plan-là, moi, ça n'a jamais résonné en moi, ça ne me parle pas du tout. Donc, définissez vos valeurs avant de définir vos objectifs, parce que sinon, vous n'allez jamais atteindre des objectifs. Ça va être un coup d'épée dans l'eau, ça va être des bonnes intentions, en disant « Ah oui, je vais acheter 3 appartements cette année. Ok, mais pourquoi je vais aller me battre pour aller acheter 3 appartements? Pourquoi je vais peut-être me restreindre financièrement? Pourquoi je vais aller batailler pour avoir des crédits? Pourquoi je vais aller faire des travaux tous les week-ends? Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui m'anime? Et en fait, il faut aller chercher ces valeurs-là. On appelle ça le why un peu à l'américaine, mais je préfère le mot de valeur parce qu'il est un peu plus large et un peu plus précis que le why. Bon, Start with Why, c'est un super bouquin, ok, mais bon, le why, ok, c'est un why fort, t'avais pas de chance sur tel et tel point, mais les valeurs, c'est un peu plus précis et il peut y en avoir plusieurs aussi, elles peuvent évoluer avec le temps. Il faut aussi, à un moment, peut-être vous désencombrer de tout ce matériel. Ce qui est drôle, c'est que plus les gens ils manquent de confiance en eux, plus ils sont bardés de logos souvent. J'ai fait des séminaires un peu immobiliers, infopreneurs, etc. Je me suis un peu perdu là-dedans à un moment. Et je voyais des gens bardés de logos. Bardés, c'était la file d'attente des Champs-Élysées, avenue Georges V, chez Vuitton, quoi. C'était logoté de A à Z dans tous les sens. Et pourquoi? Enfin, franchement, il y a des gens, ils auraient besoin de faire un peu de la méditation, du yin yoga, du sport, je sais pas. Posez-vous les bonnes questions, quoi. Tout l'argent que vous mettez dans ce matos qui sert à rien, mettez-le dans du bien-être, dans du sport, dans des bouquins, dans de la lecture, dans ce genre de choses, et vous allez vite comprendre que tout ça ne sert à rien. J'ai fait une séance de yin yoga récemment dans ma salle de sport au Racing. Et la prof qui était très, très compétente, après la séance, elle m'a dit, je lui ai dit, il faudrait qu'il y ait plus de séances de yin yoga. Donc le yin yoga, si tu ne sais pas ce que c'est, le yin yoga, c'est une forme presque méditative du yoga où tu vas garder des postures pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Donc c'est en opposition à un yoga, par exemple vinyasa, beaucoup plus rapide, beaucoup plus tonique. Ça fait écho au yin et au yang. En fait, tu as le yang, c'est l'énergie, c'est la force, c'est la journée. La journée parisienne, c'est yang. Le jiu-jitsu brésilien, c'est yang. Tout ça, c'est l'énergie, c'est la force. C'est le crossfit, c'est yang à fond. Et après, tu as le yin, c'est ce qui va te détendre. Donc, c'est toute l'énergie complémentaire, douce. Et moi, je fais du JB, donc le yin, ça compense complètement. Et je lui disais, il faudrait mettre plus de créneaux de yin yoga parce que c'est vraiment intéressant. Et elle m'a dit, ah non, il y a plein de gens qui n'aiment pas le yin yoga parce que
Parce que le yin yoga, ça convient pas à des gens qui sont tout le temps dans cette compétition, cette course du toujours plus, toujours ci, toujours ça. Ils n'arrivent pas, ça les angoisse en fait de s'arrêter. Donc est-ce que toi qui regardes cette vidéo, t'es comme ça, tu n'arrives pas à t'arrêter, t'es tout le temps dans cette tyrannie de l'action, etc. Dans ce cas-là, je te plains. Et c'est important de savoir ralentir et de regarder en soi, de pas être tout le temps dans un vide. Alors des problèmes de Paris, c'est pour ça que j'aime beaucoup aller sur la Côte d'Azur ou à la campagne d'une manière générale, peu importe où en France. C'est qu'à Paris, je trouve que les gens vivent que par le boulot. Quand tu discutes avec quelqu'un à Paris, il parle de quoi? De boulot, au resto, chez lui, etc. C'est le boulot, c'est 90% de sa vie. Tu vas en région, dans les autres villes de Paris, hein, en fait, le boulot, il est alimentaire, quoi. Ils veulent bosser pour se payer la maison, pour se payer le barbecue, la pergola, les vacances, la voiture, le bien-être. En fait, c'est au service d'eux. Alors qu'à Paris, j'ai l'impression que c'est presque une fin en soi. C'est mon arrogance d'être le numéro un, mon arrogance de gagner ma vie, mon arrogance du toujours plus. Et ça, c'est très, très parisien et c'est très, très propre aux grandes villes. Donc, pose-toi la question si tu regardes cette vidéo en te disant où est-ce que tu te situes et quel est ton rapport à l'argent, quel est ton rapport au boulot. Est-ce que le boulot, c'est 90% de ta vie ou pas? Et ça, c'est les mecs comme les nanas. Hein. Les filles, vous y échappez pas. Hein. J'ai rencontré plein de filles qui sont beaucoup plus carriéristes que des mecs, qui veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, il y a plus de mecs statistiquement, mais il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Et quand tu vas creuser un peu, souvent, c'est une question d'éducation aussi. Quels parents ils ont eu? Est-ce qu'ils ont eu des parents qui eux-mêmes étaient comme ça, qui eux-mêmes leur ont dit il faut que tu sois la meilleure, le meilleur, qui les ont élevés dans cette espèce de compétition les uns envers les autres. Donc en fait, à chaque fois que tu vois quelqu'un, moi c'est ce que je fais maintenant, c'est que je tire la pelote de laine. Je vois la personne, ce qu'elle a à me proposer. Bonjour Alexandre, bon, j'ai envie qu'on se parle, qu'on fasse un café virtuel. Je déteste ce truc-là, mais je déteste ce truc de café virtuel. Mais on fait une rencontre, un truc. Et maintenant, je rencontre très très peu parce qu'à chaque fois, j'essaie de comprendre quel est l'objectif de la personne. Est-ce que l'objectif, c'est d'aller me vendre un truc? Est-ce que l'objectif, c'est une vraie rencontre humaine, ce qui arrive 0,5% du temps? Est-ce que l'objectif, c'est de vendre quelque chose? C'est souvent le cas. Et quelles sont ses valeurs? Aujourd'hui, j'ai ce luxe de pouvoir me dire, j'ai envie de faire les choses par passion, j'ai envie de faire les choses qui m'aiment, j'ai envie de faire les choses qui résonnent en moi. Et quelqu'un que j'aime pas, dont j'apprécie pas les valeurs, me dit on va faire 500 000 euros, j'y vais pas. Tandis que si quelqu'un me dit on va rien faire, mais je t'apprécie, on peut grandir ensemble, faire un séminaire de méditation, j'y vais directement. Donc, je trouve que c'est hyper important de se recentrer et de réactiver du bien-être, prendre soin de soi, quoi. Ça, c'est hyper important. Moi, si j'ai fait tout ça avec l'immobilier, les parkings, les startups aussi, j'ai investi 11 fois dans des startups. Si je veux faire un bouquin tous les ans, ou tous les 1 an et demi, ou 2 ans max, en fonction des sorties, du planning, etc., c'est parce que j'ai envie de me rediriger vers le dev perso, quelque chose qui me parle et qui a toujours été présent en moi, en fait. Moi, ça a toujours été présent en moi, cette chose. C'est juste que je l'ai mis en sourdine parce que j'avais besoin de gagner ma vie. J'avais pas d'argent, donc j'avais besoin d'aller dans la boîte du corporate, d'aller dans la boîte du capitaliste, quoi, pour un jour revenir à mes convictions profondes, qui sont qu'il faut penser à soi, penser aux autres aussi, bien évidemment, mais qui font revenir à du bien-être, revenir à ses passions. Et pour moi, c'est ça le plus important. L'argent, c'est pas du tout une fin en soi. Je suis le plus heureux en kimono, ou en Havaianas, sur un VTT, dans le sud, à manger des pains bagnas sur la plage. Je suis pas du tout un mec snob. Pas du tout, hein, les gens qui me connaissent le savent. Moi, entre la plage privée, avec le petit cocktail, et le DJ, et puis les gens qui se trémoussent et qui ont 4 neurones, ou alors faire mon sport, ma méditation, me baigner, mes étirements sur la plage, et manger un pain bagna avec des anchois et une canette, s'il n'y a pas photo, je préfère largement ça. Peu importe combien j'ai sur le compte, si j'ai beaucoup, pas beaucoup, etc. Et c'est ça que m'a appris le JJB, le Jiu-Jitsu, c'est que il n'y a pas d'histoire de statut social comme il y a dans l'équitation, par exemple. Tu vois, dans l'équitation, il
Il y a beaucoup de gens qui se regardent, qui arrivent en hélicoptère dans certains clubs, certains centres équestres, dans des belles bagnoles. Il y a un côté un peu matérialiste, un peu froid, un peu hautain. Alors que nous, dans notre sport, t'as des chefs d'entreprise qui pèsent 100 millions d'euros. Et à côté, t'as un repris de justice, après t'as un flic, un militaire, un chômeur, un Brésilien qui n'a pas de papier, un Français qui est fils à papa, qui a grandi dans le 7e. Enfin, il y a tout, en fait. Et il y a ce mix et on s'en fout. Le délinquant parle aux flics et rigole ensemble. Donc, ça, c'est magnifique. Il y a très, très peu de sports qui permettent ça. Prenez jamais en exemple ceux qui performent car vous ne connaissez pas leur backstage. Moi, j'ai rencontré plein de gens, plein d'entrepreneurs, j'en connais, qui ont une image hyper shiny sur les réseaux sociaux. Tout va bien, la vie est belle, gagne-temps, que de la vanité. Et en backstage, c'est un chaos. Donc, c'est ça le danger des réseaux sociaux, c'est que vous vous comparez avec des gens dont vous estimez qu'ils ont une meilleure vie parce qu'ils ont une plus belle copine, une plus belle caisse, plus d'argent, plus de beaux vêtements, plus de tablettes de chocolat. Mais ça se trouve, ils sont dans une dépression noire, sombre. Donc, moi, les gens les plus heureux que j'ai vus, c'est pas les plus friqués. Les gens les plus heureux que j'ai vus, c'est ceux de la classe moyenne, en fait. Ceux qui ont assez d'argent pour pouvoir partir en vacances, profiter, se faire des restos, qui peuvent subvenir à leurs besoins, mais qui sont pas non plus dans une espèce de compétitivité, d'extrême financier, d'extrême de performance, d'ego, d'arrogance. Ça conduit à beaucoup de maladies mentales. Donc, faites attention à ça. Alors, le problème des guides pratiques à la française versus à l'américaine. Beaucoup de livres de dev perso, de guides pratiques, des finances, etc. viennent des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est une culture qui est totalement différente de la culture française. J'en parle beaucoup dans mon livre. Je fais le parallèle, en fait, dans mon livre « Construire ta liberté financière » entre la culture américaine et la culture française. Et le problème de la culture américaine, qui est très, très libérale, nous, on a une culture très socialiste, c'est qu'ils sont uniquement beaucoup dans l'inspirationnel. Donc, vous avez un bouquin qui peut très bien se vendre, qui va être uniquement sur le mindset. Mais par contre, d'activable, il n'y a pas forcément grand-chose, où c'est uniquement des généralités ou du bon sens. Après, moi, je suis très partisan du bon sens, parce que pour moi, c'est le plus important. Et d'un autre côté, vous avez les livres à la française, qui sont des guides pratiques très structurés, très académiques, beaucoup plus élitistes, plus rigoureux aussi, éditorialement, ça c'est sûr. Pas forcément mieux écrit, mais quand même souvent un peu mieux. En même temps, la langue française, elle est tellement belle et tellement riche que c'est plus facile de bien écrire un livre dans la langue française qu'en anglais, je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais souvent, ils sont pas inspirants. Ils donnent pas envie d'investir. Donc, vous avez un peu le phénomène de pour les nuls. La méthode, pour les nuls. Mais à quoi ça sert de faire un livre qui est hyper technique, qui est hyper rigoureux académiquement, si les gens n'ont pas envie de se lancer après? C'est un peu ce que j'appelle le syndrome du perfectionniste, qui est un syndrome hyper français, qui consiste à être l'expert du domaine. Moi, je vois des forums sur Internet de gens qui vont être experts dans le parking, dans la bourse, dans toutes les formes d'immobilier, dans les cryptos, mais vraiment à un point. Mais ils pourraient être auteurs toute la journée. Toute la journée, ils pourraient être publiés chez un éditeur. Mais ils passent jamais à l'action, parce que quand tu as trop d'infos, quand tu connais trop bien un sujet, tu vois trop les problèmes. Et du coup, tu n'as plus envie de te lancer. C'est normal. Je veux dire, quand je me suis lancé dans les parkings, je n'avais pas compris la fiscalité, je ne savais pas ce que c'était une SCI, j'ai investi en propre. Certaines fois, je n'ai pas négocié aussi. Il y a des choses que j'ai pas bien faites. Mais ça m'a permis d'avoir cette ignorance et cette candeur d'y aller, cette naïveté qui est nécessaire. Et si tu enlèves toute naïveté et tu deviens un espèce de robot exhaustif, un espèce de chat GPT, ça n'a pas de sens en fait. Et du coup, tu fais jamais rien. L'ego, c'est utile jusqu'à un certain point. C'est bien pour moi dans la phase de croissance. Sur le 0 à 1, d'avoir l'orgueil, l'envie de vouloir tout casser, d'y aller. Je veux réussir à investir dans les cryptos, je veux gagner de l'argent, dans l'IMO, dans la bourse, dans une boîte, dans le corporate. Souvent dans les boîtes, c'est ça.
Un commercial, par exemple, bah, il démarre au début, il n'a pas d'argent, il a un petit fixe et il veut y arriver, il veut monter les échelons d'agent immobilier, etc. C'est pareil, dans l'immo, il y a beaucoup ça. Dans l'immobilier commercial aussi, il y a beaucoup ça. Mais à un moment, il faut sortir de ça, il faut se dire, bon, à quoi bon être dans cette espèce d'ego, de vanité, de cupidité, du toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il faut se dire, ça sert à rien. On arrête, on lève le pied, on reprofite, on se remet au sport, on mange bien, on dort bien et ça va beaucoup mieux. Donc je pense que moi je plains beaucoup les gens qui restent éternellement. Et il y en a qui restent éternellement. Vous avez dans vos familles peut-être des grands-parents, des parents un peu âgés qui sont encore dans cette hargne et qui sont trop dans cette hargne. Ils ne pourraient jamais, en fait, s'ils enlevaient cette hargne, ils mourraient. Je pense que c'est important de travailler sur soi. C'est même le plus important d'ailleurs. Et de savoir quitter cet état d'esprit vaniteux. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs mois, ou même presque plusieurs années, mais ouais, 2024-2025, je me suis beaucoup désintéressé du business parce que je trouve que on peut se perdre là-dedans. On peut se perdre dans plus de startups, plus de parking, plus d'argent, plus de ci. Et ça rend malheureux. Ça rend malheureux, ça rend sec. Toi, tu deviens avoir une peau sèche, presque au sens propre, physiquement. Et du coup, bah, ça peut être intéressant aussi pour vous de vous dire, bah, travaillez un peu sur, apprenez à moins vouloir. Plutôt que de vous dire, bah, j'ai envie d'avoir ce poste, moi j'ai des amis qui s'accrochent à un job, je veux ce job, on ne te le donne pas, c'est la mort. C'est une déception qui est terrible, que tu peux vivre physiquement en toi. Donc je pense qu'il faut avoir de l'humilité, je le dis beaucoup, mais c'est important. Et c'est beaucoup ce que disent les stoïciens d'ailleurs, les philosophes stoïciens, Épictète, Marc Aurèle, Sénèque aussi. Il faut maîtriser ce qu'on peut maîtriser et tout ce que tu peux pas contrôler, tu t'en occupes pas. Donc il y a un moment, si tu fais le max et que ça marche pas, bah, fais autre chose. Mais ça sert à rien de s'acharner sur quelque chose qui sert à rien. Et dans le yoga, on en parle beaucoup de ça, du lâcher prise. Moi, avant, je lâchais pas prise, quoi. Je voulais un truc, je lâchais pas. Tu veux quelqu'un, tu veux sortir avec une fille ou avec un mec ou j'en sais rien, tu lâches pas. Bah non, à un moment, lâche. Comment passer de salarié stressé à libre de son temps? Comment on peut passer de l'un à l'autre? Bah, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que d'autres ont fait, je ne suis pas une exception. C'est pas si compliqué que ça, il faut simplement mettre des bonnes habitudes en place. En fait, tout découle de l'habitude. C'est ce que je dis dans le deuxième livre, c'est que tout découle de l'habitude. Investir, gagner de l'argent, c'est pas être plus compétent, c'est pas être plus riche, c'est pas être d'un milieu social privilégié. Ça, c'est une fausse croyance. Souvent, on lâche l'affaire quand on est dans un milieu populaire parce qu'on se dit « Ah, mais de toute façon, je suis pas né dans le 16e, mes parents, ils sont pas riches, je sors pas de la cuisse de Jupiter. » Et du coup, à quoi bon? Ça sert à rien. En fait, ça, c'est une erreur. Ce qui compte, c'est de mettre en place de bonnes petites habitudes. On gère nos désirs, on épargne tous les mois, on se paye en premier, hein, et puis ensuite, on investit. Ça sert à rien d'aller tout claquer dans les marques. Moi, je vous en parle, je l'ai fait aussi. J'ai eu à un moment cette ignorance, ce besoin de reconnaissance. Je le confie. On a tous à un moment ça. Beaucoup, il y en a qui l'ont pas. Mais bon, beaucoup ont ça. On a besoin de reconnaissance. On s'imagine qu'avec ce blouson à 1 000 €, on sera plus confiant, plus beau, on va plus se plaire. Avec cette montre à 15 000 €, on sera mieux. Avec cette bagnole, pour ceux qui aiment les bagnoles, je sais pas, il va se passer quelque chose. Mais non, ça sert à rien en fait. Les gens sont... Vous allez impressionner personne avec ces objets-là. En fait, les gens vont être impressionnés par l'objet. C'est-à-dire que si tu es dans une bagnole, tu es dans une Ferrari, tu as l'impression que les gens te regardent et t'admirent. Et les gens, ils s'en foutent de toi, ils savent même pas qui t'es. Les gens, ils vont admirer la bagnole. Ils vont pas regarder la personne dans la bagnole. Ils vont regarder, ils vont dire « Oh là là, une Ferrari Roma ou SF90 ou F430 Scuderia ou ce que tu veux. Waouh, elle est belle. Incroyable. » Ils s'en foutent de toi. Et toi, quand tu es dans la bagnole, tu as l'impression qu'ils s'intéressent à toi. Donc, encore une fois, c'est se méprendre.
Quand on a un peu plus de bouteilles dans la vie, dans l'investissement, c'est bien de se demander à chaque fois qui j'ai en face. Voilà. Qui j'ai en face, quelles sont ses valeurs. Et bon, c'est vrai que pour avoir discuté avec beaucoup de gens très aisés quand j'étais encore salarié chez Technogym, avant des salles de sport pour les particuliers, ce que j'ai fait pendant 4 ans, on avait des clients incroyables, genre de foot, capitaine d'industrie, enfin des gens que vous connaissez, business angel que vous connaissez tous. Dès que tu allumes la télé, il y avait un client. Enfin. Et souvent, il me disait ça, il me disait, ce qui compte, c'est les valeurs, en fait. Et tu pouvais leur dire, on a le plus beau ci, le plus beau ça. Ce qui compte, c'est qu'ils aient confiance en toi. Et ça, c'est hyper latent comme manière de penser, parce que nous, dans une relation qui est très affective en France et dans les pays latins, tandis que les anglo-saxons, c'est beaucoup plus transactionnel. Un Allemand, par exemple, ou un Anglais ou un Américain, il n'a pas besoin de t'apprécier énormément pour faire du business avec toi. Eux sont dans une dimension beaucoup plus transactionnelle. Ils n'ont pas besoin de t'apprécier pour faire du business avec toi. Un Allemand, si tu peux lui rapporter 200 000 euros dans un business, si tu n'apprécies pas, il ne va pas le faire. Et si tu n'apprécies pas, il va le faire. Tandis que nous, les Latins, on a besoin de mettre les formes. Alors moi, je travaille avec les Italiens, donc c'est encore pire. Mais ça a du bon quand même. Ça a du mauvais parce qu'il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de perte de temps, beaucoup d'enrobage, beaucoup de miel, etc. Mais ça a du bon parce que humainement, tu peux vraiment connecter, quoi. Et je me souviens quand je bossais avec les Italiens, j'ai bossé avec 2 boîtes italiennes. Si tu n'appréciais pas, c'était très compliqué de bosser avec. Par contre, si tu appréciais et si ils voyaient que tu avais du caractère et qu'il y avait un peu des failles, des confrontations, quand il y avait du SAV, il fallait montrer un peu la voie, il fallait dire mais tu m'as pas appelé, j'ai besoin de toi. Tu vois, il faut monter un peu gentiment, mais il faut montrer que tu as une personnalité. Là, ils te respectent et là, ils ont envie de bosser avec toi et là, ils se défoncent pour toi. Donc, bref, bien comprendre la différence entre la culture anglo-saxonne qui est plutôt transactionnelle et froide. Business is business. C'est un mot américain, business is business. Time is precious. Ou alors, une culture plus latine où on a besoin de s'apprécier. Moi, j'ai longtemps été dans le côté transactionnel, parce que j'étais commercial, et quand on est commercial, on t'apprend à être dans le business et à être froid. Mon premier boss, il m'avait dit, tu décorrèles l'humain du professionnel. À l'époque, ça m'avait choqué, mais il avait raison. Il avait raison dans le cadre d'une entreprise. Dans le cadre d'une rentabilité. Dans le cadre de la vie, non, il n'avait pas raison. Mais dans le cadre d'une entreprise avec une réalité économique et des investisseurs derrière, il avait raison. Et maintenant, je reviens à une affinité, on va dire, beaucoup plus relationnelle. Et je trouve que ça rend beaucoup plus heureux. Trop d'ego, ça fait faire trop de conneries. Pour moi, c'est un manque de confiance en soi. Donc, c'est vrai que les crossfitters, je les admire pour la capacité à repousser les limites du physique. C'est extrêmement difficile, etc. Mais je trouve que beaucoup ont quand même beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de sports où il y a trop d'ego. Donc, à un moment, les gars, on se calme, on descend, on souffle. Ça va bien se passer. Vous confrontez à vos démons, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Right. J'aime pas trop non plus les gens qui passent leur temps à faire de la muscu, à se regarder devant la glace, etc. C'est souvent un manque de confiance. Et je pense que pour être dans une vraie relation avec quelqu'un, dans un vrai partage, il faut enlever tout cet orgueil, tout cet ego et parler vrai, quoi. Et parfois, ça va vous arriver, vous faites un resto avec quelqu'un, la personne, elle n'est pas présente, quoi. Elle est présente physiquement, mais mentalement, émotionnellement, elle est loin. Et je trouve que c'est du temps perdu. Et c'est manquer de respect à la personne qui est en face de vous. Donc c'est important de redescendre. Moi, je vous recommande vraiment de faire du yoga, notamment le yin yoga, qui est magnifique. J'ai pas d'action dans une boîte de yin yoga, mais c'est vraiment game changer. Voilà. Alterner en fait le sport un peu agressif avec du sport beaucoup plus doux. Après, ça peut être du massage, de la sophrologie, du reiki, de la méditation. Il y a plein de choses, mais c'est important de ne pas être uniquement
dans une espèce d'adrénaline du sportif, tout le temps dans l'agressivité, au bureau, le soir, comme si vous vouliez oublier l'essentiel, quoi. Donc l'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin. Ça sert à rien de vouloir toujours plus. C'est simplement un moyen d'avoir du temps libre pour vos passions. Et pour moi, ça, c'est le meilleur résumé de mon second livre. C'est gagner de l'argent, investissez, gérez vos pulsions, gérez votre budget. Dans un unique but, c'est de vous dégager du temps pour vivre vos passions. Et je peux pas croire que vous ayez pas de passion. Il y a plein de gens qui disent, il y a des gens qui n'ont pas de passion. C'est vrai qu'il y a des gens qui les voient pas, ils sont aveugles. Ils sont tellement dans le fric, la rat race qu'ils les voient pas. Mais il y a un moment, découvrez-vous des passions ou explorez vos passions. On a tous une passion cachée, hein, qu'on n'assume pas, plus ou moins. Et pour moi, travailler, c'est uniquement dans ce but-là. Mais c'est pas pour impressionner madame ou monsieur, le voisin, le père, le beau-père, je ne sais qui, ou combler un manque de confiance en soi. Ça n'a rien à voir. Ok. C'est hyper important, c'est crucial même d'avoir un bon équilibre entre boulot et loisir, quoi. Moi, je vois trop de gens qui sont que dans le taf. Que dans le taf. Ils sont là, ils bossent, mais ils font pas de sport, pas de loisir, rien. Ou alors, ils font que du sport et ils bossent pas. Ou alors, ils font que du loisir et ils bossent pas. Il y a ça aussi. Pour moi, on peut être heureux que dans une seule raison, un seul cas, et ça je viens de le comprendre à 38 ans, c'est en ayant le sentiment qu'on s'accomplit. Pour moi, c'est vraiment ça qui peut rendre heureux, en ayant le sentiment qu'on est bien dans nos baskets, qu'on est bien dans nos Doc Martens, et qu'on s'accomplit. Voilà, on s'accomplit vraiment. On est bien dans ses pompes, on se réalise. Tu vois la notion de se réaliser, de réalisation personnelle. Je sais pas, tu as envie d'être fleuriste, à un moment tu peux l'être et tu perces en tant que fleuriste, tu y arrives, tu vis plus que tu survis. Waouh, t'es bien, tu vois. Il faut se réaliser. Ça, c'est le plus important. Et du coup, à trop se concentrer sur l'argent, la performance, vraiment la performance, bah on oublie tout, quoi. On oublie ses valeurs, on oublie soi, on oublie le corps, on oublie l'esprit, on oublie sa famille, on oublie sa vie privée. Et on est dans une espèce d'agressivité, on est à cran. Et en fait, on fait subir aux gens ça. C'est Oscar Sisto, mon prof de théâtre, quand je faisais du théâtre en 2007, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, toute la journée, on est agressé par des gens qui nous filent leur sac à dos de problèmes. Dans le métro, des gens agressifs, ils nous filent leurs problèmes à la gueule, ils nous demandent des trucs. Quand on croise quelqu'un qui est de mauvaise humeur, en fait, on n'a rien demandé. On est dans un flot, un flux d'agression permanente, de choses qu'on n'a pas demandé. Je te donne un exemple très marrant. Il y a des mecs qui me contactent sur LinkedIn. Il y en a un qui me dit, ah mais tiens, réponds vite, ils mettent de l'urgence. Réponds, tu peux venir investir, on close bientôt, on fait la fin de la levée de fonds à la fin du mois. Waouh, foutez-moi la paix. Il y a un moment, je dis une chose, c'est que, mon gars, ton urgence, c'est pas la mienne. Ton urgence n'est pas la mienne. Elle te regarde, elle t'appartient. Moi, ça n'est pas mon urgence. Ton urgence de valider ton tour de table, ton urgence de vendre, de me closer quand tu me vois comme un lead, c'est ton urgence. Ne m'impose pas ton urgence. Ton urgence n'est pas la mienne. Et je vous encourage à dire ça à quelqu'un qui vous harcèle en disant, bah, l'urgence que tu vis, la situation que tu vis, c'est la tienne, ça n'est pas la mienne. Là, ça risque de désactiver. Le bonheur, ça s'achète pas. Le bonheur, c'est se réaliser, selon moi. Et bah, ça s'achète pas, quoi. Tu peux acheter, tu peux faire le plus bel exit si tu as une start-up, tu peux acheter les plus beaux vêtements, le plus bel appartement haussmannien de 300 mètres carrés à Paris. Si t'es malheureux, tu resteras toujours malheureux. Moi, je connais des gens hyper riches qui ont 20-30 millions, c'est catastrophique dans la tête. Donc le bonheur, tu l'achètes pas. Et à contrario, j'ai des amis brésiliens qui n'ont rien, qui vivent en faisant des clés de bras, du jiu-jitsu, et en nettoyant le tatami, et en mangeant des açaïs et du riz, et du manioc. Et ils sont hyper heureux. Hyper heureux. Ils se lèvent le matin, ils voient la mer, bah, ils sont heureux du moment présent. Ils mangent un pain au chocolat, un croissant, certains. Ils ont un smile. Tandis que tu en as d'autres qui vont dans des hôtels Cost ou dans des restos je ne sais où et qui tirent la gueule. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent, le bonheur. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, tout simplement? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Et ça, il faut vraiment, vraiment le définir.
en prenant un peu de recul. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de gagner plus d'argent? Est-ce que vous avez envie d'avoir des loisirs? Est-ce que vous avez envie d'une vie privée? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Il y a trop de gens qui s'oublient. Donc ce livre, qui sort le 24 avril, Construire ta liberté financière, c'est un livre qui est en réalité assez psychologique, vraiment, sur notre rapport à l'argent. C'est pas à proprement parler uniquement un guide pratique qui va vous donner une méthode exhaustive en disant c'est la méthode pour s'enrichir, investissez dans ci, dans ça, etc. Ça m'intéresse moins. Je pense qu'il y en a qui sont meilleurs que moi sur cet aspect-là, et c'est pas mon truc, ça résonne pas en moi. En revanche, comprendre le rapport à l'argent qu'on a, qui est assez ambigu en France, il faut le dire, comprendre le rapport difficile qu'on a à la réussite, le confronter d'un point de vue interculturel à ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Angleterre, confronter vraiment les différences interculturelles qu'on a à la fois avec l'argent et la réussite, comprendre d'où ça vient, peut-être la Révolution française, peut-être la religion catholique, le protestantisme. Il faut comprendre d'où ça vient. Donc ça, c'est important, et c'est très peu évoqué dans ce genre de livre, d'avoir vraiment un aspect presque historique en fait sur les racines de notre rapport à l'argent. Et ensuite vous faire réfléchir comment activer et comprendre qu'il faut apprendre à maîtriser ses désirs, ses émotions avant d'investir. En fait, investir, ça vient en dernier finalement. Ça vient vraiment en dernier. Il faut comprendre d'où ça vient, maîtriser son budget, son épargne, son lifestyle. Ça, c'est le piège numéro 1. Et ensuite, on investit. Une fois qu'on a investi, on gagne de l'argent, on réitère. Et une fois qu'on a atteint nos objectifs financiers, totalement ou partiellement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc là, on revient à des choses plus simples, on quitte l'ego. L'ego, il sort un peu de notre corps, ça c'est important. Et puis, on se met à bien manger, faire du sport, activer nos passions, découvrir de nouvelles passions, etc. On se met dans un truc un peu plus deep, un peu plus dev perso à la fin. Donc c'est ça le livre, en fait. C'est pas un livre qui va vous dire achetez la dernière crypto à la mode, utiliser cet ETF, investir dans cette SCPI, acheter des parkings, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un livre qui est vraiment à mi-chemin entre le guide pratique et le livre de dev perso, entre l'essai et le livre assez psycho. C'est hyper grand public, c'est chez Erol, c'est 19 €, 24 avril 2025, partout. Dans toutes les librairies, vous pourrez le commander, vous pourrez le trouver. Et je serais très content d'avoir vos retours. Vous avez été très nombreux et nombreuses à apprécier mon premier livre juste ici, Investir dans les parkings. Là, c'est en quelque sorte la suite. C'est l'après-investissement et c'est aussi l'avant. Donc, hâte de vous voir au rendez-vous.